Yorana et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de cette édition de ce soir. Le corps sans vie de Papa Tama a été retrouvé au large de Papara. Il a été emporté hier soir par la rivière Mateoro. Les habitants de Papara sont sous le choc. Ne vous inquiétez pas, on surveille Moruroa. C'est le message adressé par l'État aux militants antinucléaires. Les élus du Tavanihou attirent d'autres de l'État français sur l'impact réel des essais nucléaires sur les Polynésiens. Les deux derniers collèges participants au Heiva Tauria se produiront ce soir à Toata. Nous rejoindrons sur place Vaiti Renauta pour connaître les tendances pour les lauréats de l'édition 2024. Comme chaque dimanche, notre volet sport avec au menu ce soir course à pied, boxe, judo, foot, surf et va. Et nous débutons ce journal avec ce fait divers. Un homme d'une soixantaine d'années, Papa Tama, a décédé après avoir été emporté par la rivière Mateoro hier soir dans la vallée de Temarua. Après une nuit entière de recherche, son corps a été retrouvé ce matin au PK 37 à 5 km au large de Papara. Le reportage. Papa Tama vivait dans cette vallée de Temarua, plus communément appelée quartier Luki. Il s'était rendu aux abords de la rivière Mateoro hier soir entre 18 et 20 heures pour vérifier sa pompe à eau. Il aurait été happé par la force des eaux due aux fortes pluies qui ont touché la commune de Papara en fin de journée. Ce qui est sûr, c'est qu'au fond de la vallée de Temarua, il a beaucoup plu. Donc la rivière est sortie de son lit et apparemment, il est descendu pour récupérer sa pompe à eau. Donc juste au moment où il est descendu, c'est à ce moment-là aussi que la rivière, que l'eau est arrivée. Donc il a été emporté. Mateoro ne se réveille très rarement. Mais là, ça a été un choc pour tout le monde parce que, ben voilà, il ne pleuvait pas vraiment. Il y a eu les intempéries dernièrement qui étaient beaucoup plus graves, beaucoup plus intenses. Mais là, on n'a rien compris. Cet horticulteur bien connu de Papara faisait partie de l'association horticole Tiarerau Itehonotini. Ses amis et collègues sont sous le choc. Ce matin, avec cette mauvaise nouvelle, eh ben, on a le cœur lourd. Du père de Papa Tama. Papa Tama qui est quelqu'un de très gentil, amusant des fois avec nous, mais c'est quelqu'un qui est très courageux. Quelqu'un qui aime les fleurs. Je pense que tout le monde qui vit de l'agriculture et l'horticulture connaît Papa Tama. C'est pour ça que ce matin, en voyant ces fleurs, ça fait mal au cœur, très mal au cœur. Et j'ai une forte pensée pour sa femme et ses enfants. Ce n'est pas la première fois que la rivière Mateoro emporte une vie. Il y a quelques années, un jeune garçon s'y était noyé. Et dans le quartier où résidait Papa Tama, les habitants sont également sous le choc et avaient conscience qu'un jour, un drame arriverait. En effet, depuis les dernières fortes pluies, les berges de la Mateoro ont été fortement endommagées, mettant en péril les habitations qui les longent. Nous nous sommes rendus sur place pour connaître la situation. Le commentaire est signé Sam Tenaure. Ce serait depuis les fortes pluies de 2008 que les berges de la Mateoro ont été fragilisées et auraient commencé à s'effondrer. À plusieurs reprises, les équipes de la direction de l'équipement sont venues consolider les berges avec des enrochements. Aujourd'hui, la tâche est encore plus importante. Hier soir, juste avant le drame, Irama a entendu des pierres s'effondrer. Vers 6 heures par là, j'ai entendu la rivière couler. Mais j'entends un peu des cailloux qui glissent. Mais arrivé à 7h30, mais c'est pire. La rivière monte comme la route. Mais après, j'ai appelé mon fils. Il faut venir pour retirer notre voiture, les deux voitures. Il y a une voiture location et l'autre, c'est ma voiture, ma 4x4, c'était là-bas. Hein? Si on a laissé les deux voitures, il n'y a plus. Aujourd'hui, il n'y a plus. Depuis les dernières fortes pluies, des travaux ont été engagés pour consolider les berges. Mais hier soir, les pluies moins importantes que lors du passage de la dépression Nat ont provoqué des dégâts jamais vus auparavant aux abords de la Mateoro. Les années précédentes, nous devions simplement consolider, mais ce n'était pas comme ça. C'est la première fois que les berges s'effondrent autant. Je n'avais jamais vu ça auparavant.
Ces agents ont pris tous les relevés, photos nécessaires à la constitution d'un dossier pour demander des travaux plus conséquents au gouvernement. La priorité aujourd'hui est d'éviter qu'un drame se reproduise dans la vallée de Temaroua. Et nous rejoignons sans plus tarder notre journaliste Veitiari Nauta qui est à Toata ce soir. Veitiari, c'est l'ultime soirée du Heiva Taurea 2024. S'en suivra donc la remise des prix. C'est bien ça? Exactement, Davidson. Donc nous sommes déjà en place. Les jurys sont déjà en place pour cette soirée de remise des prix. Je vous rappelle qu'hier soir, avec la période pluvieuse, deux groupes n'ont pas pu se produire sur la scène de Toata. Et c'est donc ce soir qu'ils vont donc se produire. Il s'agit des collèges de Taravao et celui de Taoné. En tous les cas, ce soir, 11 prix seront donc remis, distribués, bien sûr, sur les notes du jury. Et donc, je peux vous dire déjà que les prix ce soir, il y a donc le prix de la meilleure interprétation artistique, celle de la catégorie Heiva Taurea, meilleur dossier pédagogique également, meilleur orchestre, meilleur orero. Enfin, meilleurs danseurs et danseuses du Heiva Taurea 2024. À l'heure actuelle, les discours vont commencer. Les groupes vont bientôt donc se produire et ensuite va se dérouler la soirée de remise des prix. Je rappelle également que cette soirée, ce Heiva Taurea 2024 est un hommage à Henri Hiro pour son 80e anniversaire. Et donc, c'est la 7e édition qui se déroule ici au Fénoua. On va donc attendre dans quelques instants l'annonce du jury. Nous saurons bien sûr dès ce soir, le gagnant du Heiva Taurea. Un Heiva Taurea assez spécial puisque un GOD également a participé, le CJA également de Aroué a participé avec le collège de Aroué. Et bien sûr, c'est un Heiva toujours festif avec donc plusieurs costumes. On voit également que les petits prennent exemple sur les grands puisque nous savons tous qu'au mois de juillet, le Heiva Itaiti va donc se dérouler ici à Toata, à cette même place. Voilà ce que l'on peut dire. À l'heure actuelle, les bancs sont bondés de monde puisque la soirée est donc gratuite. Il faudra aller chercher son ticket et puis venir s'installer encore à l'intérieur de Toata. Il y a encore des places de libre. Vous pouvez donc venir et rejoindre la caisse pour récupérer vos tickets et l'entrée est gratuite. C'était donc Veitiari Nauta en direct de Toata pour Tahiti Nuit Télévision. Merci beaucoup Veitiari pour toutes ces précisions. Et puis la vice-présidente et ministre de la Culture, Eliane Tevahitou, a soutenu le mois dernier à Paris les dossiers d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tahiti, elle a également fait un point de situation sur le dossier Marquise. Plus de précisions avec Nicolas Pérez. Après sa tentative manquée en 2018, le dossier du Ori Tahiti sera de nouveau présenté aux instances de l'État pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour le directeur du conservatoire artistique, cette nouvelle tentative est la bonne. On a fait un gros travail en amont et c'est un super bon dossier, je le pense. Je pense que nous avons fait très bonne impression devant le comité. D'ailleurs, après, ils nous ont posé que 5 questions parce que tout était dans l'exposé. Coiffé sur le poteau par la yole martiniquaise lors de sa première présentation, le Ori Tahiti aura une nouvelle fois de sérieux concurrents, tels que la ganterie de Pontoise en voie de disparition, le cognac français et le carnaval guyanais. Pour Fabien Dinard, au-delà du prestige d'une inscription au patrimoine mondial, ce projet doit surtout permettre de protéger cet arsenic. Mettre en place, je pense, parce qu'aujourd'hui ça se développe un peu partout dans le monde, un label de Ori Tahiti, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. C'est très important. Et aussi de dire au monde que l'origine, la source de Ori Tahiti, c'est ici, c'est chez nous. Le président de la République devrait rendre sa décision dans un délai d'1 mois. En attendant, le dossier des Marquises serait également en bonne voie. Déjà retenu par le Comité français du patrimoine mondial, son sort sera scellé lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous aurons donc en juillet à New Delhi la réunion avec le comité composé de 21 États qui va statuer justement sur le classement des marquises au patrimoine de l'humanité.
La Polynésie retient donc son souffle, en espérant voir ces deux piliers de la culture polynésienne rejoindre le marae de Tapu Tapu Atea de Raiatea au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et les élus du Taveuni Atira, les associations et les anciens travailleurs ont foulé donc le sol de Moruroa hier à l'invitation de l'État. Une démarche de transparence sur la surveillance radiologique et géomécanique des anciens sites d'expérimentation nucléaire, comme nous le montre Esther Parocordette. Il n'y a pas de risque sanitaire d'exposition. Tout est sous contrôle, assure le commissariat à l'énergie atomique à bord du bâtiment Le Bougainville et sur Terre. La mission turbo du CEA surveille les traces de radioactivité et les mouvements de la couronne corallienne des atolls de Moruroa et Fangatofa. Ces mesures montrent que la situation est stable et se situe au niveau 0 de l'échelle des risques. Il y avait eu des études qui vont sortir puisqu'on déclassifie, mais des études avant les essais nucléaires pour s'appuyer sur des choses consolidées. Ils ont gradué les niveaux de risque. Moi, je voulais avoir plus de clarification dessus, par exemple. Et puis aussi pour la composition en fait, des puits. J'ai pas trouvé de correspondance entre les réponses et ce qui était marqué sur les documents. Maintenant, quand je vois les aléas de la construction d'une tour des juges où on fait juste des forages sur un demi-mètre cube, ou quand je vois les aléas de construction d'un parking parce qu'on n'est pas capable de bien évaluer les sols, je me dis que les marges d'erreur sont quand même conséquentes. Les élus antinucléaires demeurent dubitatifs. Pour eux, les discours de l'État se suivent et se ressemblent. C'est un moment qui était fort aujourd'hui. Après, de là à dire que j'ai cru tout ce qu'ils ont dit, là, je ne peux pas, parce qu'on a eu des décennies aussi de mensonges, mais je veux y croire en tout cas. Je veux être en marche là pour la réconciliation, parce qu'aujourd'hui, je pense que ça ne sert à rien de continuer à être dans la colère. C'est un devoir en tout cas de rester ici et de surveiller. Ne serait-ce que par égard pour les habitants de Touréaïa qui seraient menacés par une vague de 3 mètres s'il y avait une loupe qui se formerait à la surface de l'eau. Mais l'événement marquant de ce déplacement à Moruroa, c'est cet hommage militaire rendu au pied de ce vestige, témoin muet des premiers tirs nucléaires aériens. Les autorités s'inclinent devant la stèle érigée en mémoire d'Albert P. de Bernadette et ses coéquipiers Rataro Toa et Petero Teputhei. Ils ont perdu la vie en 1965 sur le chantier de construction de ce blocos de 60 000 tonnes de béton armé surnommé Denise. Aujourd'hui octogénaire, Edmond Teyefitou se rappelle de cet accident tragique. J'étais à Fangataufa lorsque j'ai entendu qu'une explosion a coûté la vie à 3 personnes. Je croyais que c'était mes agents de sécurité, mes amis. On m'a dit que c'était des plongeurs du canal en construction qui partaient d'ici jusqu'à la mer. Ce sont 3 amis qui sont allés. Les avis divergent toujours quant à la pertinence des essais en Polynésie. Si l'arme nucléaire française a permis 70 ans de paix, assure le contre-amiral, le monde est toujours en danger. Avec la guerre en Ukraine, le sujet nucléaire est revenu sur le tour de la table et donc ça a bien rappelé à tout le monde que c'est un fait absolument incontournable. Et puis deuxième point, c'est qu'on voit bien avec toute la série qu'il y a depuis 1 an et demi de tirs missiles de la Corée du Nord, ce pays prolifère et donc on a cette menace qui également existe maintenant en Asie d'un pays proliférant en matière nucléaire et qui lui continue à faire des essais. Le fait de disposer de l'arme nucléaire, ça n'empêche pas les incursions des milices, ça n'empêche pas les actions à terre. On l'a vu dans certains conflits, des pays qui étaient dotés de l'arme nucléaire se faire envahir par des troupes à pied. La députée Meriana Red Arbelo mènera une commission d'enquête parlementaire sur les conséquences des essais nucléaires dans les 6 prochains mois. Il est question de modifier la loi Morin pour une meilleure indemnisation des victimes du nucléaire. Et vous l'avez compris, c'est le moment de notre journal des sports avec Oriano Tefo. Et si vous avez manqué les compétitions ce week-end, pas de souci, les temps forts de l'actualité sportive, c'est maintenant.
Hier, plus de 4000 Vahine ont envahi la route de Pirée. Et chaque année, la Tahitienne mobilise toujours autant de participants pour défendre la cause féminine. Objectif, récolter des fonds pour soutenir les associations qui luttent contre le cancer du sein. Ambiance sur place avec Andy Ebb. En tenue de sport ou costumée, plus de 4000 femmes ont pris le départ de la Tahitienne pour la bonne cause. Comme tous les ans, voilà, oui, c'est important. Un petit peu, oui. Objectif? S'amuser un peu. Et tenir jusqu'au bout surtout. Pour la bonne cause, hein? C'est ça aussi. Pour la symbolique, pour passer un bon moment et pour partager ça avec les collègues. Profiter pour la Tahitienne, pour cette année. Pour la bonne cause? Et pour la bonne cause, bah, évidemment, mais ça, c'est même plus à dire. Ça va, en forme? Oui, en forme. Quel est l'objectif aujourd'hui? De gagner, bien sûr. Et vous? Juste participer. Pour la bonne cause? Voilà. Longue de 3 km, cette course est strictement réservée aux femmes, mais depuis sa création, des hommes tentent de s'immiscer pour soutenir le combat contre les cancers gynécologiques. Pour tromper les organisateurs, ils se déguisent. Au pas de course ou en marchant, chacun choisit son rythme. Ce n'est pas une compétition, mais une manifestation populaire où prime la bonne humeur et la convivialité. Direction le carrefour de l'hippodrome où les coureuses descendent au rond-point Gadio et continuent vers celui du RIMAP à Aroué, puis retour vers l'arrivée à la mairie de Pirée. Outre l'aspect festif, la performance anime tout de même plusieurs participantes. Cette année, Naïs Hernandez a été la plus rapide. Elle remporte la victoire tandis que le reste des participantes continue d'arriver. Alors, comment ça a été? C'était bien. Ça manquait un petit peu d'entraînement, mais bon, je sais ce qu'il me reste à faire, courir un peu plus. C'est la 3e année que je participe à la Tahitienne, c'est que du bonheur. Avoir le plus d'inscriptions pour la course, pour apporter un maximum d'argent pour cette cause. Et puis pas finir trop loin, quoi. Magnifique, les femmes ont répondu à l'appel, c'est très très bien. Et elles sont toujours là pour aider les femmes. Elles sont courageuses, nos femmes. Hein? Maintenant, il faut faire avancer les choses pour le droit des femmes. Les éditions 2022 et 2023 ont permis de récolter près de 4 370 000 francs qui seront reversés à l'association polynésienne d'aide aux personnes atteintes de cancer. Le décompte pour l'édition 2024 n'est pas encore terminé, mais le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. Et au judo aussi, on a célébré la journée internationale de la femme comme il se doit avec l'Open Eindhoven, une compétition dédiée exclusivement aux dames. Et la fédération polynésienne a rassemblé 45 combattantes sur les tapis du dojo fédéral de Fatawa. Reportage. Plus de 150 duels s'enchaînent sur les tatamis. Elles ont entre 9 et 14 ans et sont toutes passionnées de cet art martial japonais. Pour ce tournoi 100% féminin, la fédération a mis en place un format de compétition différent. Toutes les catégories d'âge sont mélangées, un moyen de multiplier les oppositions. L'important pour nous, c'est que toutes les filles puissent se rencontrer, ce qui n'est pas forcément le cas sur le championnat individuel dans leurs catégories respectives où elles sont peu nombreuses. Là, pour nous, c'est vraiment de mixer pour qu'il y ait de la confrontation et puis sur un format bonne entente, convivial pour la journée de la femme. Je suis fière de moi parce que j'ai vraiment tout donné sur le tatami. Et je suis très heureuse de ma journée, même si j'avais très peur parce que pour moi, mes adversaires étaient très durs à faire tomber, mais j'ai réussi et je suis très contente d'avoir gagné cette médaille d'or. On a surtout focalisé sur des catégories de poids plus que d'âge entre benjamin et minime. Donc tu peux avoir une benjamine qui rencontre une minime mais qui va donner de l'opposition. Et des fois on peut être surpris du résultat, c'est pas forcément le minime qui l'emporte. Comme ses partenaires, Kayalani est ravie de cette nouvelle formule. Elle lui permet de se confronter avec de nouvelles adversaires. Je pense que c'était super car on n'a pas fait contre des garçons et j'ai beaucoup stressé mais c'était pas la peine car j'ai gagné et je suis finie première. Sur le nombre total de licenciés, le judo tahitien est loin de la parité. Mais depuis l'an dernier, on note une recrudescence chez les féminines. Aujourd'hui, elles représentent 35% des pratiquants du fénois. Elles seront de retour sur les tapis dès samedi prochain pour le championnat de Polynésie en individuel. Et la Polynesian Boxing Association Tahiti a organisé sa 3e soirée de combat à Fatawa. Et 13 affrontements à l'affiche avec des boxeurs sélectionnés pour la Coupe d'Océanie Élite et les Océania cadets et juniors. Objectif de la soirée, les préparer pour ces échéances internationales, les temps forts avec Désiré Teibao.
Il sera l'un des boxeurs à suivre lors des Océaniens juniors. Dans la catégorie des poids lourds, Yohan Weira, casque rouge, assume son statut de grand espoir de la boxe polynésienne. Opposé à Tamatoa Hoarau, le sociétaire du Tefana Boxing Club a été solide et précis dans ses frappes. Si son adversaire réussit à aller jusqu'au bout de la première reprise, le combat est arrêté sur décision médicale. Une nouvelle victoire pour Yohan qui compte bien briller sur la scène internationale. L'objectif c'était de gagner et de se blesser le moins possible. Pour la prépa, on s'entraîne tous les jours, on rectifie les petits défauts et tout. Et on fait une bonne préparation pour être à 100% aux Océaniens. Toujours chez les poids lourds, l'autre combat de la soirée a opposé Hekenui Brodien, casque bleu, à Miti Hiorei Broderson. Après 2 premières reprises équilibrées, Brodien réussit à prendre l'ascendant sur son adversaire de la 3e reprise. Pas suffisant aux yeux des juges qui déclarent un match nul. C'était un peu comme un combat préparatif pour moi, pour le challenge Maconia. Je trouve que c'était un super combat. Comme tout combattant, on veut la victoire. Mais bon, c'est comme ça, c'est la décision des juges. Maintenant, je sais est-ce que je dois travailler à l'entraînement. 2 autres combats se sont soldés aussi sur un match nul. En moins de 75 kg, le cadet Malik Hiro, casque rouge, et Tehao Noble n'ont pas pu se départager. En moins de 66 kg, Roger Waouté est compté 2 fois dans la dernière reprise de son combat face à Silvio Cicero. Là aussi, les juges préfèrent déclarer un match nul. Victoire ou pas, le plus important pour Tohui Tinena reste la préparation de ses boxeurs pour les échéances internationales. Je pense que techniquement, nos boxeurs sont bons. Maintenant, ils ont besoin de compétition et ils ont besoin de travailler plus de physique. Car on prépare quand même la Coupe des Océaniens et ceux qui viendront, c'est ceux qui sont en train de préparer les qualifications olympiques. Donc ça va être du haut niveau et on a encore 3-4 mois à bien les préparer. Et je remercie tous les clubs qui sont revenus également à la Fédé, donc c'est une bonne chose. On est là pour s'unir et pour faire en sorte qu'on sorte les meilleurs boxeurs pour les prochaines échéances. Prochain rendez-vous pour les amateurs de boxe le 19 avril à Raiatea pour le mémorial Heimata Nufer. Des boxeurs australiens et samoans seront présents. L'occasion encore pour les boxeurs de la PBAT de se tester. Et l'actualité du football, c'est tout de suite dans notre récap du week-end. 2 équipes pour une place en Ligue des Champions de l'OFC. Au Stade Pathé, l'AS Stefana et l'AS Pirée disputeront mardi et vendredi prochain un barrage aller-retour pour déterminer quelle équipe représentera le Fénois dans la compétition océanienne. L'entraîneur des Jaunes et Verts de FAA, Sébastien Labayenne, s'attend à 2 rencontres très accrochées. Je pense que ça va être un barrage intéressant, parce que les 2 équipes sont sur une dynamique positive. Pirée a un peu moins de matchs quand même, ils ont un gros contingent qui a été pris par le beach soccer. Et malgré tout, c'est un bon complément pour être en forme lors de ces matchs de barrage. Du côté de Pirée, on compte sur l'alchimie du groupe pour faire la différence dans ce barrage. Ça fait un moment qu'on est sur Pirée maintenant, je crois que ça fait 5-6 ans là maintenant, donc l'alchimie commence à prendre. On forme une bonne équipe maintenant et mardi et vendredi, ça sera, on la jouera à fond. L'objectif est toujours d'aller chercher cette All-League et de finir champion. Plus d'une centaine de footballeurs en herbe se sont réunis hier au stade de Mataia pour le festival des U7 et U9 réservé au club de la côte Est. Punaouia, Papara, Mataia, Pueu et Taravo, sur des demi-terrains, les apprentis joueurs multiplient les matchs et les buts, sans oublier les gestes de fair play après chaque rencontre. Ici, pas de classement, l'important c'est de faire ses premiers pas en compétition sans appréhension et surtout de prendre du plaisir à jouer au football. Et puis les championnats de Tahiti de vitesse en V1, V6 pour les catégories Benjamin minime et cadet ont démarré hier dans la baie de Taoné. Oui, 500 jeunes se sont affrontés pour tenter de décrocher leur place dans la sélection de Tahiti en vue des prochains championnats du monde. Les détails dans ce reportage d'Indieb. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous avons plus de 300 jeunes, Benjamin minime cadet, filles et garçons, pour le premier championnat, puisque les 2 autres ont été annulés suivant les intempéries. Et nous avons 89 séries pour aujourd'hui. Nous avons 250 mètres pour les Benjamins minimes et 500 mètres pour les cadets. Puisque les cadets, ils rentrent aussi dans la sélective. Depuis le dernier championnat du monde, la catégorie des cadets ont été rajoutées. Donc aujourd'hui, on prépare aussi une sélective chez les cadets. Ça fait quand même 2 ans que ces minimes ont beaucoup ramé, on dirait 2-3 ans. Et aujourd'hui, ils arrivent à la catégorie des cadets, il y a du potentiel, quoi. C'est
d'arriver au moins dans les 3 premiers cadets pour partir à la sélective. Surtout, ça se passe à Hilo. Hein. Ah ouais. Bon, aussi voyager dehors. On ne s'est que préparé cette semaine. Hein. Notre objectif, c'est les championnats du monde. Hein. Je pense pouvoir rentrer dans la sélection. Ben, on va essayer. Je compte aller le plus loin possible, ouais. Au moins atteindre la finale. J'espère que je vais remporter cette finale. C'est ma première course, donc un peu d'émotion aussi. Je fais partie de la sélection pour aller au championnat du monde. Quel est ton objectif? Podium, oui. Assuré? Assuré, podium. Après, je ne me suis pas si bien préparée, du coup on va voir. Oui. Ça s'est bien passé, je pense que j'aurais pu envoyer encore un peu plus, mais j'ai fait de mon mieux en tout cas. Tu es arrivé combien? Il me semble que je suis arrivée avant-dernière ou un truc comme ça, ou sur le milieu. Toi, tu aimerais être sélectionné pour représenter Tahiti au championnat du monde? Bah bien sûr, ce serait que du bonheur, hein. Franchement ce serait génial. Championnat du monde, donc on attend la sélective qui va se terminer après la course de la Polynésie la première. Après ça, on aura vraiment une bonne sélection à préparer et d'être toujours premier au niveau mondial des championnats du monde. En élite, on pense gagner toutes nos courses, en junior et en open, puisqu'on a remarqué aussi aujourd'hui que notre jeunesse là, en junior, nous avons ce qu'il faut. C'est vraiment des champions. Bon, après les V1, donc nous savons que nous avons des adversaires tahitiens chez les voisins, hein, donc après on verra quels sont nos éléments qui pourront vraiment partir. Puisque nous avons 3 couloirs en élite, en V1 Open Man et 3 couloirs en junior, garçons et filles. Donc c'est à partir du mois d'août, 13-25, voilà à peu près le séjour, les entraînements, les préparations et la compétition. Allez, on reste dans les sports de glisse, mais en surf cette fois-ci. Les championnats du monde ISA Junior sont prévus en mai au Salvador. Et pour bien représenter le Finnois, la fédération locale a lancé la dernière journée de présélection hier à Papeno. Désiré Teivao était sur place. De belles conditions hier à Papeno pour les jeunes espoirs de la glisse polynésienne. Ils se sont affrontés toute la matinée dans des séries de 20 minutes. Objectif, les préparer pour les championnats du monde ISA, mais aussi permettre à la Fédération tahitienne de surf et à son entraîneur en chef, Steven Pearson, d'établir une sélection définitive de 12 athlètes. Par rapport aux critères de sélection, on a appris déjà le classement 2023. Ensuite, on a appris aussi le classement de la première étape 2024. On prendra aussi les résultats de cette journée test, on va dire. Donc, ils sont mis en situation à l'eau. Et on enchaîne direct par des demi et par des petites finales et finales. Chez les juniors, la finale a opposé les jumeaux Haumani, Toaura et Haunui en lycra rouge et jaune, face à eux, Keo Chabrier en blanc. Grâce à une meilleure lecture des vagues et à un surf plus incisif, Keo réussit à l'emporter. Un succès qui devrait lui assurer une place dans la sélection pour les mondiaux ISA au Salvador. Une aventure que le jeune homme a déjà connue l'année dernière au Brésil. Ouais, je sais c'est quoi l'ambiance, je sais comment ça va être les séries et la pression qu'il y aura. Donc, la première fois, j'ai très mal surfé et j'avais fait deuxième round. C'est pas du tout un bon classement pour moi. Du côté des filles, la finale junior a opposé les sœurs Simon, Kahili et Miliani à Kohai Fierro. Sans surprise, la surfeuse de Huayné prend le meilleur sur ses concurrentes. Kohai devrait être logiquement retenue aussi pour le Salvador. Son objectif, décrocher le titre mondial qui lui avait échappé au Brésil l'an dernier. J'aimerais bien gagner le titre, mais bon, je ne me mets pas la pression. Et puis le Salvador, j'y étais il y a 2 ans. Du coup, c'est une vague que je connais quand même. Et puis, juste m'entraîner dans des grosses conditions. Et puis, physiquement aussi, ça serait mon objectif avant de partir. Enfin, je suis à l'aise sur mon backside. Et puis, Salvador, c'est une bonne droite aussi. Et puis, je pense que ça va être bien. Avec ses espoirs, la Fédération tahitienne de surf espère décrocher des podiums en individuel et rentrer dans le top 10 du classement des nations. La sélection pour les championnats du monde ISA sera connue la semaine prochaine. Et nous arrivons au terme de notre édition de ce soir. Retrouvez à 19h25 votre film Le crime de l'Orient Express de Kenneth Branagh et avec Johnny Depp et Michelle Pfeiffer. Puis à 21h20 votre émission Capitale. Demain, c'est Emma Mathieu qui prendra les commandes de ce journal. En vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur Tahiti Nuit Télévision. Et comme le veut la tradition, on se quitte avec les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée et prenez soin de vous.